Donc, nous attendons que nos chers participants se joignent à nous. Et bonsoir, bienvenue. Bonjour pour ceux d'entre vous qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. C'est toujours un plaisir de vous recevoir au Columbia Global Center de Tunis, même si c'est encore par Zoom. Aujourd'hui, notre événement s'inscrit dans le cadre du mois de l'histoire des femmes. Tous les Global Centers de Columbia organisent des événements autour de ce thème. Et donc, cette semaine, il y a le centre de Tunis et le centre d'Istanbul qui organisent des événements sur ce thème. Comme vous le savez, les femmes font partie intégrante de la structure sociale et politique de l'Afrique du Nord. Leur place dans les sociétés maghrébines a fait et reste l'objet de débats intenses dans cette partie du monde. Et cependant, elles ont eu et elles continuent d'avoir une place d'avant-garde dans l'histoire de l'Afrique du Nord, que ce soit dans la politique, la société, les arts, le commerce, etc. Les femmes maghrébines apparaissent régulièrement comme des leaders respectés et des figures innovantes. Les exemples abondent et la tendance s'est poursuivie jusqu'à la période récente. Donc, si l'on regarde aujourd'hui les mouvements qui ont lieu, les mouvements sociaux qui ont lieu à Tunis ou les mouvements culturels qui ont lieu en Algérie, au Maroc, au Hirak, le Hirak, etc., la place de la femme est toujours très importante. Donc, c'est pour cette occasion que nous avons invité 4 femmes qui travaillent sur plusieurs questions, dont le rôle des femmes dans les mouvements culturels et politiques dans la région du Maghreb. Euh, Nous avons le plaisir d'accueillir Dr. Dana Dalargues, historienne, professeure d'histoire et d'études du genre à l'Université de la Manouba et ancienne directrice générale du CREDIF en Tunisie, ainsi que Dr. Amal Boubakr, cofondatrice de l'ISRA, sociologue à l'EHESS, et qui sera en conversation avec Dr. Madeleine Doby, qui est professeure de littérature française et comparée à l'Université de Columbia, et qui est aussi chef du département de français. Dr. Doby est en train de finaliser un livre qui est sur l'Algérie, After Violence, Politics, Society and the Algerian New Wave, et aussi avec Nadra Mohamed, qui est doctorante à l'Université de Columbia aussi, qui travaille dans le département de Madeleine. La thèse de Nadra porte sur la littérature féminine et les relations entre les femmes militantes et intellectuelles dans le monde francophone, euh, donc y compris le Maghreb, pendant la période de la décolonisation. Et maintenant, je cède la parole à Nadra pour cette excellente discussion qui va durer à peu près 1 heure et 10 minutes. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, c'est un plaisir d'être ici avec vous pour commémorer le mois de l'histoire des femmes. Donc, j'ai hâte d'entamer la discussion avec vous. Donc, on commence avec une discussion plus focalisée sur la Tunisie avec Dalenda. Donc, pour ma première question, c'est une question assez large. Donc, le paysage des associations des femmes et des féministes en Tunisie a beaucoup changé depuis 2011. Les groupes se sont démultipliés et l'image de Bourguiba comme émancipateur des Tunisiennes est fortement contestée. Et les priorités de ces associations sont différentes. Donc, Dalanda, comment décrirez-vous le paysage du féminisme en Tunisie aujourd'hui? Ah, vous êtes sur mute. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis ravie d'être parmi vous à participer à cette rencontre virtuelle du mois de l'histoire de Columbia et de parler avec vous et d'autres sur des questions qui me sont chères et sur lesquelles je travaille. J'ai beaucoup travaillé et je continue.
Alors, pour cette question, Nedra et tout le monde, en fait, ce paysage, bien entendu, celui d'après la Révolution, moi, pour répondre ou donner quelques éléments de réponse, il nous faut quand même le mettre dans un temps, dans sa marche historique. Parce que tous les observateurs qui observaient la révolution tunisienne et le temps transitionnel se sont arrêtés sur ce phénomène de participation féminine très importante. D'abord à l'événement historique, la révolte, soulèvement, révolte, révolution. Les femmes étaient très présentes et elles participaient à toutes les formes, sit-in, manifestations, etc., grève, etc. Et après, leur présence aussi dans les instances délibératives, dans les débats, etc. Et après, bien entendu, on arrivera à ce changement de paysage dans le paysage associatif féminin. Moi, je dirais sans la révolution sociétale induite par la promulgation du Code du statut personnel en 1956, tout de suite, quelques mois après l'indépendance du pays, ce paysage révolutionnaire et de changement ne serait pas de la sorte. Parce qu'en fait, la Tunisie a réellement, la société, et je parle de la société tunisienne, a connu une révolution dans le sens où ce code, qui malgré quelques références au droit islamique, il a changé, il a fait la rupture dans la gestion du social, la gestion de la famille, la gestion des rapports de genre. Et d'ailleurs, la Tunisie n'a pas cessé, la société tunisienne n'a pas cessé de voir le changement dans les normes de genre et dans je ne dirais pas qu'il y a eu la rupture, elle est consacrée, mais le fait que par le droit, et là le changement réellement a été, à sa base était le droit. La Tunisie, il ne faut pas oublier, en 1956, et c'était le leader, Habib Bourguiba, le premier président, qui avait le pouvoir. Il était le leader, donc il était dans cette position d'imposer. Oui, parce que si peut-être à cette époque, il aurait passé un référendum, quelque chose, c'était pas sûr que ce code passerait. Mais donc un code qui a aboli la polygamie, qui a institué le divorce, le divorce judiciaire, qui a changé en tous les cas les rapports à l'intérieur de la famille, mais ces rapports, bien entendu, comme le privé, il n'est pas fermé sur lui-même, il impacte le public et les relations de genre dans le public avec le nouveau statut de la femme. La société tunisienne a vraiment vu sa physionomie sociologique, sociale, changer. En plus, bien entendu, avec l'école, l'obligation d'envoyer les filles comme les garçons à l'école, l'emploi, la santé, et puis surtout l'intérêt à la santé reproductive, en plus aussi la contraception, parce que c'était à l'époque des années 60, la Tunisie s'est engagée dans le planning familial, et dans ce cadre, il y a eu la légalisation de l'avortement, les années 60, bien avant la France. Donc tout ce cadre-là qui a quand même poussé à l'émergence d'une individualité, on va dire, bon, mais une individualité féminine qui émerge
non sans difficulté, mais le changement, vraiment, il est là et on le saisit à multiples niveaux. Ceci étant, le cadre, en plus, l'État national était un État, on parle de féminisme, il a porté la question, donc féminine, la défense, donc il a fait avancer les droits des femmes. Et on a quand même vécu la société, mais elle était encadrée par ce parti, par un leader paternaliste, un parti État, et les femmes aussi étaient intégrées dans cette vision. Et c'était le féminisme étatique. Donc, il y avait un mouvement de femmes dans le cadre de cette hégémonie politique étatiste. Il faut attendre. On a été géré dans ce cadre jusqu'à la fin des années 70. Il y a eu toujours dans le sillon de cette marche émancipatrice, beaucoup de Tunisiennes étaient à l'université, donc des dizaines et des dizaines d'intellectuels universitaires. Et il y a eu, avec l'émergence de l'individualité féminine, donc cette conscientisation, et d'où on passe à une autonomisation de l'expression féminine et la naissance d'un mouvement femmes autonomes, ou ce qu'on peut appeler aussi le mouvement féministe. Son premier noyau était au début dans un cadre de club culturel, sociologique, etc., pour arriver par la suite à mettre sur place deux associations carrément féministes, la TFD, l'Association des femmes démocrates surtout, et après la future de l'Association des femmes pour la recherche et le développement. Ce sont les deux, maintenant on peut les qualifier comme les deux associations du mouvement féministe historique, indépendant. Le mouvement féministe, c'est l'expression autonome par rapport au pouvoir, qui par ailleurs avait une politique, bien entendu, pour les femmes, mais c'était dans le cadre d'encerclement aussi. Et d'ailleurs, ce mouvement n'était pas toujours bienvenu pour le pouvoir, et il a connu combien d'encerclements, etc. Mais ce mouvement, c'est lui qui a commencé à poser les questions qui était tabou. D'ailleurs, la question de la violence était posée par ce mouvement depuis les années 90. Et même aussi la question de l'égalité dans l'héritage. On débattait la question du corps. Tout cela, c'était des questions que l'UNFT, l'organisation féminine officielle, mais cette organisation avait un autre type de travail, dans le sens, elle travaillait en proximité avec les femmes dans tout le territoire tunisien, parce que elle était d'ailleurs adossée, bien sûr, c'est l'aile féminine du pouvoir, et elle avait accès, mais à toutes les contrées, les territoires éloignés, et la campagne du planning familial qui est très, très importante aujourd'hui. Là, on sent la différence. Aujourd'hui, la Tunisie, avec les problèmes qu'elle vit économiques, s'il n'y avait pas eu cette politique de planning familial, la situation aurait été encore plus catastrophique. Donc, tout cela, cette autonomisation, cet élan libre, et au fait, il ne se détache pas de cette marche. Mais, bien sûr, c'était une expression libre, et du coup, en 2011, quand il y a eu la révolution, d'ailleurs, ce mouvement
féministe qui était de toutes les batailles démocratiques, parce qu'il n'était pas seulement un mouvement de femmes, il ne posait pas seulement les questions par rapport à l'égalité, etc., mais aussi c'est dans son intrication avec les questions démocratiques, parce que s'il y a une faille, une défaillance, et c'est pour cette raison qu'il y a eu cette révolution, entre autres, du moins pour une certaine frange, et c'est ce déficit démocratique, et ce mouvement féministe était partie prenante de cette opposition au régime au début. C'est surtout, alors le mouvement féministe, il a commencé à émerger au temps de Bourguiba, mais il a beaucoup, bien sûr, en 87, Ben Ali a pris le pouvoir, donc c'est le temps de l'activité qui était entre la légalité et la clandestinité parfois, parce qu'ils n'étaient pas clandestinité dans le sens classique, mais ils étaient encerclés. Alors en 2011, ces femmes-là, c'est des militantes qui étaient bien sûr en bonne majorité des intellectuels. D'abord, elles ne pouvaient pas aller, c'était impossible d'aller au-delà des grandes villes et surtout de s'ouvrir sur les autres franges féminines, parce que le pouvoir était, pour lui, la question de la femme était une question centrale. C'est comme ça l'a été quand il y a eu la promulgation du code du statut personnel, parce que c'est par la femme, par cette vision moderniste, qu'a été construite la société moderne telle que Bourguiba l'a conçue. Ben Ali, malgré tout, il a continué, en fait. Il n'y a pas eu rupture à ce niveau. Alors, en 2011, donc, il y a eu ouverture politique, bien entendu. Les féministes, bien sûr, à travers leur mouvement historique, se sont trouvés au devant de la scène, bien entendu, mais d'autres, absolument, d'autres, d'abord l'UNFT, la grande organisation féminine adossée au pouvoir, bon, elle a pris du temps pour se retransformer, parce qu'elle était pointée, parce que elle était instrumentalisée par le pouvoir, mais après, elle a dû prendre un peu de temps pour se repositionner, pour se restructurer, et elle a repris son travail, surtout qu'elle a des antennes partout, et c'est très important. Elle a dû, bien sûr, revoir un peu sa stratégie, parce que maintenant, ce n'est plus la situation d'avant. Maintenant, les associations féminines et féministes sont, on va dire, autonomes, mais avec la diversité politique et les contradictions et les paradoxes, c'est toute cette diversité parfois contradictoire et complexe, elle a touché aussi les femmes, bien sûr, le mouvement des femmes. Alors, on se retrouve devant là les deux classiques, on va dire, le mouvement féministe classique qui s'est renforcé, qui a ouvert encore plus ces thématiques sur les libertés, et là, à ce moment, juste après la Révolution, donc il s'est ouvert vers l'intersectionnalité, et il a les femmes démocrates ont intégré le soutien des homosexuels. Cette question qui n'était pas du tout auparavant posée, aujourd'hui, ce mouvement avancé, il est avancé sur le plan théorique, mais avancé sur le plan thématique. Les questions, c'est un mouvement qui pose toutes les questions. Il n'y a pas de tabou. D'ailleurs, il était à l'origine le noyau dur, on va dire, pour
pour l'imposition des deux articles très importants dans la Constitution, hein, l'article 21 et 46, parce que là aussi, c'est très important que le mouvement femmes ait influencé toute une dynamique politique démocratique pour pousser la constituante à adopter les deux principes de l'égalité et aussi de la parité, en opposition au projet islamiste du début, qui était un projet basé sur la complémentarité. Donc, il a fallu une bataille. C'était une bataille qui a été encadrée, surtout au début, bien sûr, par les féministes, mais tous les démocrates, il faut dire. Mais ça, c'est le noyau la question de la parité, de l'égalité, a été posée dès la Révolution. Surtout que ce contexte de révolution a vu émerger, on sait qu'il a vu émerger ou intervenir des voix, des courants, un courant extrémiste et qui n'a pas arrêté depuis le 15 janvier, le lendemain de la Révolution, à parler de remise en cause du code du statut personnel. Et pourquoi? Pour revenir à l'identité arabo-musulmane. Donc, il y a eu le dialogue, un conflit entre tunisianité, l'identité tunisienne qui est une identité plurielle, complexe, avec un noyau dur, l'arabo-islamité certes, mais avec tous les référents historiques et civilisationnels, mais surtout avec ce que a introduit l'État national depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et la tunisianité ne peut se défaire de aujourd'hui, ce qui caractérise la société tunisienne, surtout pour ce côté, les rapports de genre ont été quand même assez bouleversés. Si on compare la situation de la Tunisie ailleurs dans le monde arabe. Mais ceci dit, c'est jamais linéaire, c'est jamais. Mais les avancées sont assez remarquables, avec bien entendu des îlots de conservatisme, de régression, etc. Alors, pour répondre à ces voies régressives, donc il a fallu à ce mouvement féministe et entouré, bien sûr, avec les expressions politiques progressistes et démocrates pour faire le front contre. Et la bataille, oui, c'était une bataille, a été quand même gagnée, la bataille constitutionnelle pour les droits des femmes, après toujours une bataille législative, parce qu'on a fait voter le Parlement en 2017 une loi, la loi 58, de lutte contre toutes les formes de violence. C'est une loi très avancée et à mon avis, l'avis aussi bien tous les observateurs, elle est vraiment progressiste. Et là aussi, c'est le travail. Alors, pour la violence, concernant cette loi, de nouvelles associations qui ont émergé, en fait, dans le contexte révolutionnaire, des femmes n'étaient pas nécessairement féministes dans le sens féminisme classique, mais elles ont adopté la question de l'égalité, la question de la lutte contre toutes les discriminations et les violences, et qui, elles aussi, travaillent dans ces questions. Mais en face, il y a eu aussi de nouvelles questions, de nouvelles associations qui sont satellites ou satellitaires au parti islamiste. Et là, ce sont des associations de femmes qui travaillent donc ce n'est pas l'égalité, bien sûr. Bon, à un certain moment, elles ont marché pour la question de la lutte contre les violences.
Mais la question de l'égalité, pas du tout. Par exemple, pour la CEDA aussi, parce que la Tunisie, qui a depuis 85, elle est signataire, mais avec des réserves. À la faveur de la Révolution, il y a eu levée de réserves. Juste après, par le gouvernement de transition, avant les élections. Le Premier ministre Bézi Qaïd Essebsi, avant les élections de 2011, la Tunisie a levé toutes les réserves. Sauf que, après les élections de 2011, les islamistes, c'est eux qui sont passés les premiers, donc c'était une victoire électorale pour les islamistes, et le gouvernement de 2011 jusqu'à 2014, que nous appelons gouvernement Troïka, avec d'autres composantes conservatrices aussi, ils étaient contre cette levée des réserves et ont essayé et qui ont travaillé durement contre la levée sur le terrain des associations de femmes, mais à voile religieuse. Donc, elles travaillent dans la charité, mais surtout, elles sont là pour contrecarrer, moi je peux dire, d'abord la CEDAW, mais après, bon, ça a été en 2015, la notification a été envoyée au secrétaire général de l'ONU. Et après, pour la loi 58 contre les violences, alors les députés à l'intérieur du Parlement, comme à l'extérieur, les associations de cette mouvance ont bataillé coréen pour ne pas inclure le genre, le concept genre dans cette loi. Et à la fin, on était obligé de faire la concession, on a remplacé genre par rapport. Voilà, parce que le parti Nahda, à travers ses députés, comme aussi à travers les associations qui sont dans son sillage, bien sûr, pour eux, ils sont catégoriquement contre le genre, ayant en tête qu'à travers le genre, ça va être la destruction de la famille, parce que pour eux, et puis l'introduction de l'homosexualité, ils butent sur ça. Voilà. Par contre, de nouvelles associations, dont certaines... Dalenda, oui. je m'excuse d'interrompre, mais mes collègues me rappellent que nous disposons d'un temps assez court. D'accord. Et donc, je sais qu'il y a énormément à dire sur ces questions. Non, tu as bien fait. Oui. Je suis vraiment désolée. Mais peut-être, vu l'heure, ce qui serait logique serait peut-être de parler un petit peu avec Amel et de nous tourner vers l'Algérie. Et puis, bon, après, on termine une conversation à 4 avec vous et avec Nadra, parce que sinon, on risque de voir disparaître l'heure. D'accord? Donc, on va revenir. Et en tout cas, il y a depuis 2011 et depuis 2019, des regards croisés entre la Tunisie et l'Algérie, évidemment. Donc, il y a beaucoup à dire sur les deux, et le Maroc les deux aussi. pays. Et le Maroc, donc n'oublions pas le Maroc, certainement. Alors Amel, je me tourne maintenant d'abord vers vous. Et donc, je suis très heureuse d'être en conversation avec vous autour de ce qui se passe ces jours-ci en Algérie. Et je pense qu'on peut peut-être passer directement à la question du rôle des associations de femmes et féministes dans le Irak. Et bon, comment vous voyez les enjeux de la situation, comment vous voyez d'ailleurs l'éventuel post-Irak. J'ouvre peut-être une courte parenthèse pour dire que bon, cette question a beaucoup été soulevée par rapport à la question du carré féministe, donc c'est-à-dire un groupe de membres d'associations féministes qui manifestaient lors des marches hebdomadaires pour rappeler aux manifestants l'inégalité juridique des femmes en Algérie depuis le code algérien de la famille. Et d'ailleurs,
les cas de violence très récentes contre des femmes, donc des viols, même des meurtres. Donc, il y a eu un incident en mars 2019 où les femmes et autres qui étaient au carré féministe ont été agressées verbalement par des gens qui leur disaient vous divisez le mouvement, c'est pas le moment. Donc, tout ça fait partie évidemment des questions qui sont posées par rapport à l'implication des mouvements féministes et de femmes dans le Hirak. Donc, comment, Amel, voyez-vous ces enjeux? Oui, merci Madeleine, merci à Youssef Chérif et à toute l'équipe du Columbia Center in Tunis et in Tunis pour m'avoir invitée. Je suis très heureuse de participer à cet événement. Alors, par rapport à la participation en fait des femmes dans le Hirak depuis 2 ans maintenant, ce qu'on peut dire après 2 ans de Hirak, c'est qu'il y a vraiment eu une émergence plurielle en fait du féminin dans le Hirak. Il y a les féministes, mais il n'y a pas que les féministes. Et en fait, ce qui est intéressant, comme avec les études de genre, en fait, c'est que cette pluralité du féminin, elle nous révèle des choses qui vont même au-delà de la question des droits des femmes, de l'égalité homme-femme. Elle nous révèle aussi les limites et les opportunités en fait du Hirak comme mouvement citoyen. Alors bon, peut-être un peu de contexte si je dois faire une socio-histoire ou une histoire sociale de la participation des femmes au Hirak depuis 2 ans, pour savoir de qui on parle. Je dirais que, bon, alors le premier jour, le 22 février, honnêtement, on n'était pas beaucoup de femmes dans la rue. C'était une majorité d'hommes. On était quelques chercheuses, j'en ai pas vu, mais surtout des journalistes, des militantes, mais on n'était vraiment pas beaucoup de femmes. Et puis, dès le 27, en fait, il y avait... c'était très intéressant parce que le 22 et le 27, donc février 2019, moi, j'ai tout de suite remarqué une énonciation d'une masculinité politique pacifiste, c'est-à-dire silmi, cette silmiya en fait, qui était déjà revendiquée dans les petits soulèvements ou les manifestations qui avaient été organisées par les étudiants en Algérie en 2011. À la suite ou de manière concomitante à la révolution tunisienne au même moment. Et donc, cette masculinité silmiya, pacifiste, comme ça, moi, je l'ai remarqué. Et vraiment, on avait ces hommes qui étaient en majorité et qui nous disaient « N'aie pas peur, laisse passer la dame ». Et même plus tard, quand les familles ont rejoint le Hirak, des hommes qui aidaient des femmes à porter leurs enfants, etc. Donc ça, c'est quand on applique le biais de genre au Hirak, on peut se rendre compte de ça. Le 8 mars 2019 aussi a été une date importante. Je me souviens que vraiment ce jour-là, beaucoup de filles, jeunes et moins jeunes, des petites filles, mais aussi des femmes d'un certain âge, des jeunes filles, étaient sorties avec leur père. Et là, c'était très intéressant parce qu'on sentait qu'il y avait une espèce, pour une société qui reste quand même assez conservatrice en Algérie, il y avait vraiment un passage de relais et en termes de participation politique qui était possible sous la tutelle du père, certes, mais qui allait vraiment dans le même sens. Et puis ensuite, bien sûr, dans les mois qui ont suivi, il y a eu une participation très, très visible de femmes avec des expériences militantes très, très différentes qui ont investi le Hirak et sa demande principale pour un état de droit. Et alors, il y avait bien évidemment les féministes dont je vais parler, mais il y avait aussi des femmes qui font partie des syndicats autonomes. Il y avait les mères de disparus, donc ces mères qui, depuis les années 90, cherchent leurs enfants qui ont été kidnappés par les groupes islamistes ou par les services de sécurité dans les années 90 et qui avaient l'habitude de se réunir chaque mercredi, qui avaient connu la répression aussi. Il y avait les mères des haragas, il y avait des étudiantes aussi, des médecins. C'était 2 corps qui s'étaient beaucoup mobilisés avant le Hirak et qui avaient été aussi durement réprimés parce qu'ils demandaient l'amélioration des conditions de l'université, à l'hôpital, etc. Et puis, il y avait bien sûr ces collectifs féministes et puis des collectifs féminins, parce qu'il y a aussi des collectifs féminins qui sont plus dans l'action sociale, qui se sont mis ensemble et qui se sont retrouvés dans ce qu'elles ont appelé le carré féministe. Alors, c'est intéressant parce que je trouve que le Hirak a quelque part actualisé la temporalité politique de la participation féminine parce que tout d'un coup, ça devenait quelque chose d'accepter, de banal, de voir autant de femmes dans ce mouvement de masse citoyen. Puis il y avait une dimension intergénérationnelle très forte. Comme je dis, il y avait des petites filles, il y avait des femmes, des vieilles femmes, etc. Et en fait, je pense que ça a amené le mouvement féministe
historique, sur lequel je ne vais pas revenir. On pourra le faire dans la discussion si vous voulez. Je pourrais dire qui sont ces femmes et d'où elles viennent, etc. Et donc, je pense que ça les a amenés, cette pluralité du féminin dans le Hirak, à repenser en fait le clivage élite-masse, avec notamment une revalorisation des luttes passées qui n'étaient pas spécifiquement limitées aux groupes politiques ou en tout cas organiquement féministes, comme par exemple, bien sûr, les Moudjahidettes, ça a été beaucoup dit comme figure du féminin. Hein, c'est au carré féministe qu'on doit ces grandes banderoles avec des photos de Moudjahidettes algériennes et puis ces femmes héroïques, historiques comme Lella Fatman Sommer, etc. Mais plus largement, je pense que cette pluralité du féminin dans le Hirak a amené les féministes à devoir reconsidérer la puissance d'agir des femmes ordinaires. C'est-à-dire que quand même, les féministes, elles étaient algériennes, elles étaient très investies dans la période des années 80, 90, où elles s'étaient opposées d'abord au code de la famille promulgué par l'État et puis ensuite aux islamistes du fils, entre autres, mais aussi à une certaine forme de pression sociale, morale, qui dénigrait en fait l'accès à l'espace public à ces féministes en particulier, pas forcément aux femmes, mais à ces féministes en particulier. Et donc, voilà, elles ont repuisé dans des cultures de résistance qui n'étaient pas simplement bornées aux années 80 et 90, mais qui étaient aussi, voilà, les moudjahidettes, même les grands-mères, voilà. Alors, donc, qui n'étaient plus du tout considérées comme anti-modernes, mais vraiment qui étaient revalorisées comme des figures de résistance. Alors, il y a eu ensuite, en 2 ans, une explosion vraiment de radios, de groupes Facebook, de collectifs féminins aussi qui se sont mis ensemble et qui revendiquent un agir féministe, hein, dans le sens où elles placent au cœur de la participation au Hirak l'idée qu'il n'y a pas de démocratie possible ou d'égalité sans égalité de droit entre les hommes et les femmes. Alors ça, c'est pour les féministes. Et en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que le Hirak a agi comme un espace, l'ouverture d'un espace où en fait les cultures politiques qui étaient parfois antagoniques, hein, dans leur projet, ont pu s'agréger ensemble à l'idée de refaire peuple, notamment après la période de la dite guerre civile, même si j'aime pas ce label, où c'était plus possible de faire peuple, et les 20 ans qui ont suivi, où justement l'État disait mais attention, vous pouvez plus faire peuple, les féministes et les islamistes et tout le monde, etc., les berbéris, c'est les hommes et les femmes et les riches et les pauvres en même temps dans l'espace public, c'est forcément prendre le risque de rejouer la guerre civile. Et ben non, en fait, voilà, le Hirak a permis à ces cultures politiques parfois antagoniques de refaire peuple. Mais en réalité, je pense qu'il n'a pas permis de neutraliser certaines formes antérieures de compétition politique, donc des formes antérieures au Hirak, et notamment celles qui mettent l'accent sur les droits individuels versus une approche plutôt collective de l'opposition à l'État ou du moins au régime. Celles qui ne sont pas du tout intéressées, donc celles des femmes qui ne sont pas du tout intéressées par une démocratisation de l'État, mais plutôt par une redistribution de la rente, sous une certaine forme de justice sociale, etc. Et donc, les féministes, en tant que groupe politique, en fait, elles ont pris part à cette compétition anti-Hirak et elles s'est retrouvées, en fait, ces démarcations de compétition politique. En fait, elles ont peut-être pas été très visibles au début, mais elles étaient là, quoi. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, les féministes, elles se sont imposées comme une partie du Hirak. Ça, je pense que personne, même celles qui ne sont pas, et ceux qui ne sont pas d'accord avec leur projet de société, ne peut leur dénier le fait qu'elles sont partie prenante du Hirak. Elles-mêmes, elles ont réactivé des réseaux au sein du Hirak qu'elles considèrent comme étant des alliés naturels, hein, comme ceux qui se définissent comme démocrates, comme laïcs, les berbéris, etc. Bon, c'est très grossier là ce que je dresse, mais c'est pour avoir une idée générale du champ du féminin dans le champ du Hirak. Mais elles ont justement été critiquées parce que leur singularité de projet politique a souvent donné l'impression en fait qu'elles privatisaient en quelque sorte ou qu'elles restreignaient l'idée de résistance des femmes à leur carré. Alors, je ne dis pas que c'était leur intention, mais je fais une sociologie de la réception en me disant pourquoi, à un moment donné, leur présence a aussi gêné. Et puis là, on voit bien que c'est une interrogation en fait très classique de la sociologie des mouvements sociaux, hein, c'est-à-dire les correspondances entre les notions de mouvement de masse et la question de l'homogénéité qui ne vont pas forcément de pair, en tout cas de l'homogénéité de l'action, de la minoration d'une cause de manière volontaire
pour pouvoir justement la rendre plus audible et plus reconnaissable, hein, pour demander que sa reconnaissance soit plus importante, et en même temps sa prétention à l'universel. Je ne sais pas, par exemple, l'intégration d'un corps social à un mouvement révolutionnaire. Donc voilà, les féministes, elles sont intégrées au mouvement révolutionnaire, mais ça n'engendre pas forcément une intégration de leurs idées à ce corps ou à l'habitus ordinaire des individus qui fréquentent le Hirak. Donc voilà, les féministes, elles ont posé plein de cette incursion en fait des femmes dans le Hirak, des féministes dans le Hirak, elle a posé plein de questions. Et puis je voudrais peut-être dire un mot très vite en fait pour qu'on ait une image assez complète de qui sont les femmes dans le Hirak au-delà des féministes. Il y a quand même eu une incursion des femmes qui viennent des marges dans le Hirak. Et ça aussi, ça a été possible en fait. Il y avait une invisibilisation. Enfin, c'était rendu invisible, ces femmes des marges sociales, d'abord des marges sociales et économiques. Donc, moi, dans le Hirak, j'ai vu beaucoup de femmes de ménage, de vieilles femmes, de femmes qui vivaient de la pension, de leur mari décédé, donc, et qui étaient là, en fait, j'ai même vu des femmes... je me souviens par exemple d'une femme qui portait donc ce djilbab, donc un voile qui est en une seule pièce et qui, avec ses 5 filles qui étaient impeccablement habillées, qui se tenaient très bien, etc. Donc je suppose que cette femme-là était divorcée, avait ramené une grande bassine d'eau avec et elle vendait sur le trottoir des bouteilles d'eau glacées parce qu'il faisait de Hirak en été, il faisait très chaud, etc. Et c'était et je me disais mais voilà en fait c'est toute cette vulnérabilité sociale qui arrive et qui est rendue visible par le Hirak. Alors bon, alors en l'occurrence, elle vendait des bouteilles d'eau, mais il y avait aussi ces femmes qui participaient et qui marchaient en fait dans le Hirak. Et ce qui est très intéressant avec l'émergence de ces femmes des marges, c'est que le Hirak a finalement réussi à politiser l'intime en fait. Et notamment, c'est ça qui donnait à voir cette politisation de l'intime avec la participation des femmes, donc la politisation de la maladie, des difficultés familiales, etc. Et je trouvais que ces femmes, elles pouvaient retrouver un corps social dans le Hirak qui leur permettait de participer malgré leur corps vulnérable, en fait, si je veux poser comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, je me souviens d'affrontements entre des vieilles femmes qui insultaient un peu les policiers, chose qu'elles n'auraient jamais faite en situation ordinaire, en dehors du Hirak, etc. Puis il y avait aussi des femmes marginalisées politiquement, hein, je l'ai dit, les femmes qui n'étaient pas historiquement dans le champ politique officiel, comme les médecins, les étudiantes, les femmes des syndicats autonomes, etc. Et donc, voilà, il y avait peut-être pour terminer sur cette cartographie des femmes dans le Hirak, du pluriel féminin dans le Hirak, je pense que ces marges aussi, ces femmes des marges, elles ont aussi questionné en fait la centralité des mouvements féministes dans l'énonciation de l'égalité homme-femme, et parfois violemment, vous l'avez rappelé. Alors, on va en parler. Bon, certains féministes l'ont attribué à des femmes qui feraient partie d'un mouvement islamiste. Je pense pas, honnêtement, par rapport à mes travaux de recherche sur le terrain, que c'est le cas, même s'il peut y avoir des correspondances idéologiques ou morales plutôt. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on a vu comment il y avait une intention sincère de la part du carré féministe de dépasser les lignes de fracture des appartenances sociales, linguistiques, etc. Et puis de l'autre côté, une difficulté en fait je vais vous donner un exemple. Quand les femmes ont parlé de code de la famille, ça n'intéressait pas, les féministes ont parlé de code de la famille, ça n'était pas très audible pour ces femmes venant des marches. Quand elles ont parlé de hugra, donc d'injustice, et notamment des féminicides, et qu'elles ont mis en place des campagnes de dénonciation des féminicides, et bien là, il y a eu une mobilisation en fait beaucoup plus importante de ces femmes ordinaires du Hirak sur ces questions. Voilà, je ne veux pas être trop longue, mais c'était important d'avoir une vision d'ensemble de qui sont les femmes dans le Hirak. Non, mais merci infiniment pour ces différents éléments de contextualisation qui sont en effet très importants. Et donc, vous avez commencé à parler de la question, bon, disons, du religieux, voire de l'islamisme. Donc, il me semble nécessaire, et ça nous ramène à ce que disait d'ailleurs Dalenda, à cette question-là. Est-ce qu'il est nécessaire maintenant de reformuler, de repenser la manière dont on se sert de ces catégories de religion ou de genre dans l'analyse de la société et de la politique? Ce sont, il va sans dire, deux
catégorie très souvent, très facilement instrumentalisée, le genre et le religieux. Qu'est-ce que vous en pensez, Amel? Oui, merci beaucoup pour cette question parce que c'est vraiment ça en fait qui est au cœur. Bon, quand on parle de l'Algérie, il faut savoir de quoi on parle. On parle d'un contexte autoritaire et là aussi, si on met le zoom sur le genre, on peut se rendre compte, on peut mieux comprendre l'État, enfin la faillite de l'État en fait algérien avec pendant 20 ans une clientélisation des groupes féminins ou de représentativité des femmes. Alors, par exemple, Dalenda a parlé de ce féminisme d'État, en fait. Mais je pense que l'émergence, ou en tout cas l'intervention des femmes dans le Hirak a aussi montré que les limites de l'utilisation de la violence, de la répression dans la régulation du champ politique. Alors, je vais m'expliquer. En fait, bon, l'Algérie, comme je disais, c'est une société où il y a une culture de la domination qui est très forte. C'est une société profondément dysfonctionnelle, de par justement la situation d'autoritarisme dans laquelle elle se trouve, dans ses rapports au pouvoir, à la domination. Et le Hirak a voulu annuler, en fait, cette culture de domination. D'abord en parlant directement à l'armée, en faisant, comme je le disais, les femmes en se mettant dans des situations parfois de répression, etc. Et avoir une analyse du conflit social qui soit basée uniquement sur le patriarcat comme variable structurelle, moi je pense que c'est très important, mais ça nous fait passer à côté des transformations de la domination politique, mais surtout sécuritaire des 20 dernières années en Algérie et ses implications pour les femmes. Alors par exemple, je parlais du féminisme d'État. Alors il faut savoir que les travaux de Fatma Oussedir, de Marnia Al-Azraq, etc., ont montré en fait déjà comment, bien sûr, l'État autoritaire algérien s'était servi de la question des femmes, notamment pour réprimer l'opposition politique. Et c'est vrai qu'on a vu ça aussi, la manière de mettre en place des quotas, etc., avec simplement la volonté d'élargir les clientèles du régime algérien aux femmes et pas du tout de démocratiser les institutions. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ça a aussi une répercussion en fait dans la société. Moi, quand je discute avec des jeunes filles ou des jeunes femmes algériennes, je me rends compte que y a une fascination. Par exemple, il y a beaucoup de juges femmes, je crois que c'est 54%, si je ne dis pas de bêtises, il faudrait que je vérifie, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui sont rentrées dans l'armée ces 10 dernières années, dans la police. Et donc, ça dit aussi la fascination, ou en tout cas l'importance de la régulation sécuritaire de la société comme un outil principal. Et le fait que ces femmes-là, en fait, la corruption aussi, il y a beaucoup de femmes dans la fonction publique qui ont investi la fonction publique parce que c'est aussi une manière d'être dans des réseaux de corruption et de se protéger, d'être moins vulnérable. Donc, on voit en fait que quand on regarde ça, ça nous donne une image différente de l'image, de l'approche du féminin, femme arabe, /soumise, /voilée, /battue, /marginalisée, ou bien Mater Dolorosa, ou bien au contraire, Batalette, héroïne, démocrate, chevaux au vent. Non, on voit que les femmes ne sont pas exemptes en fait de cet effort de l'État de réguler la société par la répression et sécuritaire. Alors, pour les féministes, c'est particulièrement important parce que dans les années 90, il y a eu une rupture, il y a eu une cassure dans le mouvement féministe parce que est-ce qu'il fallait soutenir l'armée dans l'interruption du processus électoral et donc être l'allié objectif de l'armée, ou en tout cas profiter de la répression des islamistes qui étaient justement les ennemis naturels, entre guillemets, des féministes, ou alors est-ce qu'il fallait justement réfléchir à une manière de repenser le féminisme dans un état de droit, etc. Et ça a été un moment important en fait de cassure du mouvement historique algérien. Et aujourd'hui, ça revient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu des bon, je ne peux pas trop m'étendre sur la réislamisation de la post-islamiste de la société algérienne, qui n'est pas forcément en lien avec des partis islamistes, etc., comme on a tendance à le croire, mais c'est vrai qu'il y a eu des femmes, des féministes qui, dans leur carré, ont été bousculées, ont eu leur pancarte déchirée, on leur a dénié le droit de rester, etc., ou même de faire partie du Hirak. Mais je crois que le fait qu'il n'y ait pas eu, en fait, de justice transitionnelle en Algérie,
que la peur du conflit par l'hétérogénéité. C'est-à-dire, si on ne se rassemble pas, on va être en conflit, on va se massacrer les uns les autres, encore une fois. Eh bien, elle a coûté aux féministes parce que il y a une espèce d'évitement du conflit qui est au cœur du Hirak et au cœur du politique en Algérie, et qui a des espèces de traductions comme, par le khawahawisme, c'est-à-dire nous sommes tous frères, etc. Et le machi waqtisme, c'est-à-dire c'est pas le moment pour les féministes de demander leurs droits, consolidons une scène démocratique, etc. Et ça, je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais j'essaie d'expliquer en fait ce qui a permis à une certaine partie de la société civile et des composantes du Hirak de minorer les demandes des féministes et de ne pas les intégrer dans le cœur des demandes pour un état de droit. Et je pense que, voilà, bon, le contexte de sécuritarisation des relations de pouvoir ou même, parce que l'absence ou la violence, la répression, l'absence de justice transitionnelle, mais même ses conséquences plus actuelles, c'est-à-dire l'attaque verbale, l'insécurité, etc., qui borne aujourd'hui la société algérienne, a aussi coûté au féminisme. Je pense que c'est vraiment... Et d'ailleurs, on le voit très bien, même au-delà des féministes, moi j'ai rencontré des militantes, des femmes, des hirakistes femmes, je pense particulièrement à une avec qui j'ai fait une émission de télévision, qui racontait en fait comment elle avait été arrêtée parce qu'elle était militante politique par la police, qu'elle avait été mise à nu, qu'elle avait subi une fouille au corps extrêmement humiliante, et que c'était pas le patriarcat là qu'elle blâmait, c'était vraiment cette sécuritarisation du champ politique par le pouvoir autoritaire algérien. Et je crois que la question du viol, la question de l'humiliation la question de l'humiliation des corps comme arme politique sont vraiment des questions qui sont au cœur en fait de la société algérienne, et qui sont soulevées justement par le genre, et qui nous permettent en fait de remettre un peu en question cette idéalisation de la participation de la femme comme au Hirak, comme garante du pacifisme, etc. Je veux dire, ça a été démenti par la répression qu'elles ont subie. Je pourrais parler aussi des prisonnières d'opinion et de la difficulté de gérer. Alors là, pour le coup, elles étaient vraiment dans une intersectionnalité. Elles étaient parfois voilées, rurales ou de familles monoparentales, de classes sociales défavorisées, etc. Donc, bon, je crois que le genre est vraiment une catégorie d'analyse centrale pour comprendre comment cette pluralité du féminin, en fait, ce que révèle cette pluralité du féminin du Hirak, de ses opportunités et de ses limites. C'est passionnant. Ce que vous venez de dire me fait penser à un film relativement récent qui est un film tunisien. Donc, je crois que c'est peut-être un moment opportun pour entamer un débat à quatre, si vous voulez bien aussi, Nadra et Dalenda. Parce que, bon, en tant que spécialiste de la culture, je suis évidemment très frappée par la percée récente de beaucoup de femmes maghrébines dans ce domaine, et surtout par rapport au cinéma et à la musique, à la chanson. Je pense à la réussite au cinéma récent de réalisatrices comme Kauter Benhania, Mariam Ben Barak, Sophia Jama, Mariam Joubar, Mounia Medour, et évidemment en musique à quelqu'un comme Raja Mesian, dont le tube Alors le système a été regardé, il semblerait, 35 millions de fois sur le seul YouTube. Donc, est-ce que ces films, est-ce que ces clips sont en train de proposer de nouveaux modèles du féminin et d'ailleurs de la masculinité? Est-ce que ces réussites-là relèvent elles-mêmes d'activisme passé de la part de différents types d'associations culturelles, féministes, etc.
Donc, le film dont je pensais était évidemment La Belle et la Meute de Khaouter Benhania, parce que bon, c'est un film qui soulève en même temps la question de la violation des droits de l'homme et du citoyen et un viol au sens littéral d'une femme. Donc, la question se porte sur le domaine de la culture en général. Et évidemment, je signale que Khaouter Benhania est nommé pour un Oscar, l'Oscar du meilleur film étranger, et je saisis l'occasion pour lui souhaiter bonne chance et bonne chance à la Tunisie. Donc, je ne sais pas si Amel ou Dalenda ou Nadrav ou qui veut répondre. Peut-être. Moi, je pourrais répondre, mais Dalenda, allez-y si vous voulez d'abord, et puis je réponds. Non, c'est juste Non, pour situer quand même cette renaissance culturelle, cinématographique, dans ce contexte. D'abord, j'aimerais quand même noter que le film, il retrace un peu, à sa manière, un fait divers, hein, parce qu'il y avait eu un viol d'une jeune fille par les policiers. Donc, et il y a eu tout un mouvement alors autour de cette question-là, et le policier allait échapper, allait vraiment être bien sûr encadré par ses collègues, mais la pression de la société civile féministe, qui a alors du coup la question a été jusqu'au bout. Donc, pour dire que ce contexte de la Révolution, c'est vrai qu'il a fait clore. C'était un contexte très positif pour cette émergence d'un féminin pluriel. L'agir, il était pluriel. Et cette action culturelle, artistique, elle est très présente déjà en Tunisie. Hein. En fait, on a eu avant Khaouter Benhania, ou filles athlètes qui viennent de décéder, et d'autres. Enfin, et ce film, surtout, il est venu. La question de la violence, quand Khaouter a construit son film, parce qu'il y avait eu ce fait divers, cet événement malheureux pour la fille, mais aussi on était la société civile et aussi la société maintenant politique était autour de cette idée de loi, la loi contre les violences. Donc c'est très important. Et maintenant, on assiste en Tunisie à une poussée de cinématographique, entre autres féminine. Les femmes perses, Khaouter et d'autres ici en Tunisie, qui sont très actives dans le cinéma et le théâtre. Voilà. Merci. Et oui, Amel? Oui, merci pour cette question. Alors, bon, je vais répondre un peu parce que le contexte quand même culturel en Algérie est assez différent du contexte tunisien, notamment dans le rôle de l'État comme pourvoyeur de fonds, et aussi comme il y a vraiment une orientation, et notamment là, sous la période Bouteflika, de l'argent pour une réécriture en fait de l'histoire, et là aussi une invisibilisation des voix dissidentes. Donc le Hirak, en fait, quand il est arrivé, effectivement, il y a eu beaucoup d'artistes. Je pense à une chanteuse comme Emel Zen, je pense à une comédienne comme Adila Bendimerad, etc., des journalistes, mais vraiment aussi là, des artistes qui ont tout de suite organisé des débats locaux et qui faisaient en sorte qu'ils soient gender balanced, quoi, que ce soit des débats où on donne aussi une voix importante aux femmes et qu'il n'y ait pas d'intimidation des femmes qui pouvaient porter un discours féministe, etc. Et donc ça a eu effectivement un effet de popularisation de la présence publique des femmes dans le Hirak et dans le débat public, etc. Et encore plus en ligne, hein. Il y a maintenant beaucoup de débats en ligne, mais justement la répression très nette de ces débats et de ces dynamiques d'organisation locale auxquelles participaient beaucoup les femmes a un peu fait péricliter en fait cette dynamique. Et en fait, je me semble important d'expliquer que
les conséquences de cette faillite en fait de la transmission publique, du débat public, etc., sur le rôle des femmes, sur la production culturelle, une production culturelle qui soit moins stéréotypée que les feuilletons du Ramadan où les femmes se prennent systématiquement des claques, elles sont épousées, divorcées, etc. Et ben cet échec ou cette incapacité du Hirak pour des questions purement matérielles à concurrencer en fait les discours populistes, culturels financés par l'État, eh bien, elle a donné, il y a une troisième voie qui serait importante d'expliquer. C'est vraiment une partie importante de la jeunesse féminine en Algérie qui est dans la recomposition d'un idéal féminin qui est anti-politique, c'est-à-dire qui vraiment considère que ce n'est pas dans la réforme des institutions, ce n'est pas dans le militantisme, etc., que leur statut va changer et que leur positionnement dans les rapports de pouvoir va changer, et qui est aussi extrêmement néolibéral parce que c'est une génération qui a reçu en fait une espèce de culture globalisée des modèles de genre par Facebook, par YouTube, etc. Parce qu'il faut quand même rappeler que les jeunes Algériens, les Algériens en général, sortent très peu. C'est très difficile pour eux d'avoir des visas. Et au contraire de la Tunisie, reçoivent très peu d'étrangers. Donc c'est vraiment le médium très particulier de YouTube, de Facebook, etc. Et en fait, on a assisté à une espèce de pop culture comme ça, anti-politique, très pro-capitaliste, etc. Où en fait le modèle c'est des youtubeuses qui comme elles disent, vivent leur meilleure vie d'influenceuses sur Instagram et qui sont très suivies par les jeunes femmes algériennes, avec le projet d'ouvrir une petite boutique, un petit commerce où elles parlent de maquillage, etc. Et où, en fait, malheureusement, la seule porte de sortie pour être femme et indépendante qui est présentée, c'est l'exil. C'est-à-dire aller vivre à Dubaï ou en France ou ailleurs. Et cette impensée de l'influence néo-capitaliste et des réseaux sociaux sur un modèle d'indépendance économique, mais sans projet sociétal de réforme des rapports de domination de genre, notamment dans les institutions, est quand même importante. Mais peut-être que je ne voudrais pas donner l'image d'Algériennes qui sont toutes écervelées, c'est pas du tout ça, mais cette difficulté d'instaurer un modèle politique féminin fonctionnel dans le champ politique officiel a aussi eu cette conséquence. Maintenant, il y a aussi des choses plus investies politiquement qui se passent sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple, je ne sais pas comment on dit en français, body politics, donc les politiques du corps peut-être, qui sont diffusées sur Facebook aussi par d'autres types d'influenceuses, plutôt des militantes, pour repenser en fait les marqueurs de pouvoir et de statut social qu'on pouvait penser comme déviants. Donc par exemple, il y a eu des campagnes pour que les femmes assument leurs cheveux crépus. Les femmes algériennes qui ont les cheveux crépus, qu'elles l'assument à la suite de l'exclusion d'une jeune fille dans un lycée parce qu'elle elle n'était pas coiffée, elle avait les cheveux crépus et que c'était pas pensé comme un féminin acceptable. Je pense aussi à comment les jeunes filles ont imposé, les moins jeunes, ont imposé en 20 ans une manière de porter le hijab, le voile, qui est vraiment très différente des années 80-90, avec des vêtements blancs, des couleurs flashy, même les jeunes garçons en fait, parce que le genre c'est aussi les transformations de la masculinité. Pareil, ils ont une espèce de body politics comme ça, où ils mettent de la kératine sur leurs cheveux, ils se teignent les cheveux. Et je parle de jeunes de milieux populaires, bon, urbains certes, mais de milieux populaires, je ne parle pas d'une jeunesse dorée. Donc, c'est vrai que cette absence de politique a influencé sur les débats, sur le militantisme, sur le féminisme, mais il y a des choses en fait en périphérie qui se passent et qui, même si elles sont anti-politiques au regard de l'état de faillite et de l'impossibilité des négociations et d'avoir un champ politique algérien fonctionnel, eh ben, elles n'en sont pas moins influentes sur la reconsidération des normes de genre et de la construction des relations de pouvoir genrées en fait en Algérie. Enfin, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, merci de nous rappeler que donc les réseaux sociaux, la culture populaire, donc il faut intégrer
tous ces éléments dans la question plus large des résonances de la culture. Et ce que vous venez de nous dire me fait repenser en fait à un film récent qui est Papicha, donc film sur les années 90, mais qui insiste beaucoup sur la question de femmes et de mode. Donc il y a un cadre politique, mais aussi une focalisation sur la question de la mode, justement, et du commerce, des femmes commerçantes, justement. Mais je sais que Nadra avait une question sur Gisèle Halimi. Donc, peut-être pour terminer, on peut revenir à cette figure, Nadra, qui est transversale entre l'Algérie, la Tunisie, la France. Oui, justement, en parlant de la violence, sexuelle, bon, Gisèle Halimi, elle est une grande figure du féminisme en France et elle est très connue pour son travail en tant qu'avocate des militants et militantes du FLN torturés pendant la guerre d'Algérie. Et bien sûr, elle est connue pour le fameux procès de Bobigny en 1972, donc justement où elle défend une jeune femme qui avait avorté après un viol. Donc, elle luttait beaucoup pour des femmes qui ont subi des violences sexuelles. Donc, je voudrais savoir, Dalenda, selon vous, qu'est-ce que c'est l'héritage de Gisèle Halimi en Tunisie? Que pensez-vous de ces débats d'aujourd'hui pour l'avoir dans le Panthéon? Parce que justement, comme vous avez évoqué, l'histoire de l'avortement en Tunisie était un peu différente de ce qui s'est passé en France. Donc, que pensez-vous de l'héritage de Gisèle Halimi? D'abord, Gisèle Halimi, comme elle est tunisienne aussi, franco-tunisienne, toute son enfance, sa jeunesse, elle a vécu en Tunisie. Et sa première partie d'avocate, elle était d'abord au barreau de Tunis, avant d'aller s'installer à Paris et donc au barreau de Paris. Elle a vécu dans un environnement social où les femmes étaient minorisées, elle aussi, avec ses frères, etc. Et d'ailleurs, elle le disait, c'est cette socialisation minorisante des femmes qui l'a habité, et elle a commencé sa réflexion, sa conscientisation pour les droits des femmes à partir de son vécu de jeune fille, son vécu. Et d'ailleurs, en revenant, parce qu'elle n'a jamais coupé les ponts avec la Tunisie. Elle était proche de Bourguiba, elle était son avocate. Bourguiba, quand il était emprisonné, donc elle était son avocate. Et après l'indépendance, elle venait et après la Révolution, ce qui est important, très important, parce qu'elle est avocate, féministe, défenseuse des droits de l'homme, des droits des femmes, des droits de l'homme et de l'individu femme. C'est ça ce qui est très important. Donc, elle est venue rencontrer Béchir Haït Essebsi tout de suite après la Révolution, avant les élections, pour dire que, parce que Béchir Haït Essebsi était un de ses amis, ils ont fait le droit ensemble, ils ont commencé le barreau d'ailleurs ensemble, et elle parle de son amitié, et elle disait qu'elle avait confiance à Béchir Haït Essebsi dans ce gouvernement et dans la Tunisie pour qu'il n'y ait pas recul, régression par rapport à ce qui a été fait. Et donc, on sait qu'elle est bien sûr le commencement dans cet environnement social maghrébin, tunisien, que peut-être, sans cela, ça l'a formée en tous les cas, pour qu'elle, et en plus en France, avec le mouvement féministe, avec Simone de Beauvoir, elle a fait le commencement, à choisir, et comme tu venais de le dire, Nadra, tout le mouvement pour l'avortement. Donc, c'est une femme, en fait, à une culture plurielle, mais au centre,
et qui traversent, c'est les droits des femmes, c'est l'égalité, qui sont posés peut-être de manière différente en rapport au contexte historique et social, mais qui traversent toutes les sociétés, et c'est ce qu'elle a vécu. Donc, elle était à la croisée de la Tunisie sociale, de la femme tunisienne, mais aussi, elle a vécu aussi les problèmes que vivaient les femmes tunisiennes, et au centre, elle n'a pas arrêté donc d'avancer et de construire encore plus cette valeur de l'égalité et de la défense des droits des femmes. Et elle est revenue, d'ailleurs, après, en 2015-16 pour donner des conférences. Après les élections de 2014, elle a donné 2 conférences à l'occasion du 8 mars, et un monde fou, parce que Gisèle Halimi elle est très connue et appréciée. Bien sûr, bon, on ne va pas dire des masses, mais des femmes cultivées, des féministes, mais aussi des politiques, parce qu'elle avait des relations, très fortes relations avec beaucoup de politiques tunisiens qui ont fait l'État, Bourguiba, mais après beaucoup de ministres. Et elle a dû d'ailleurs intervenir, elle a fait beaucoup d'interventions auprès de Bourguiba à la faveur du FLN, de la révolution algérienne, parce qu'elle portait aussi. Elle était pour le combat national, aussi bien tunisien que algérien. Donc, c'est une femme qui a synthétisé toutes les causes, au fait. Au centre était la cause des femmes, mais aussi la cause des colonisés, la cause des laissés pour compte dans les colonies. Et c'était une femme qui portait haut, bien entendu, sa place au Panthéon, bien sûr, parce qu'elle était à la croisée de plusieurs civilisations et de multiples causes humaines. Voilà. Merci beaucoup, Dalenda. Je crains malheureusement qu'il va falloir s'arrêter là parce que nous n'avons plus de temps. Je crois que nous avons fait le tour de beaucoup de questions historiques et actuelles, même s'il reste beaucoup de pistes à suivre, évidemment. Donc, je tiens à vous remercier toutes les 3, Dalenda, Amel, Nadra, pour ces moments passionnants de conversation. Et je remercie aussi à nos collègues du Columbia Global Center of Tunis, dont Youssef Cherif et Cyril Mami, qui ont proposé cet événement pour marquer la fin du mois de l'histoire des femmes. Donc, je ne sais pas si Youssef veut dire quelques mots, mais sinon, je voudrais... D'accord. Donc, je voudrais souhaiter une belle soirée à ceux qui sont à Tunis ou en France ou ailleurs, au Maghreb peut-être, et une bonne journée à celles et ceux qui sont à New York ou ailleurs aux États-Unis. Merci. Merci à vous. Merci, bonne journée. On vous souhaite aussi une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.